Le temps que tout le monde se connecte, je vais en profiter déjà pour présenter Seven, pour me présenter et présenter Seven. Donc, je m'appelle Yaya Falla. Je suis cofondateur du cabinet de formation Seven et on est passionné, nous, par l'éducation, l'entrepreneuriat et de façon générale tout ce qui touche à l'EdTech. Notre cœur business est d'accompagner justement les entreprises sur le développement de parcours de formation, l'ingénierie pédagogique et les animations de formation. Et cette année, on lance un tout nouveau produit, ça fait plus de 9 mois qu'on travaille dessus, qui est une formation pour devenir Chief of Staff. Comment l'idée est venue? C'est Grégoire Kopp, qui d'ailleurs devait être avec nous aujourd'hui, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. C'est Grégoire Kopp qui est justement un ancien Chief of Staff d'OVH et qui aujourd'hui a lancé un cabinet de conseil qui s'appelle GRK, qui accompagne les grands groupes sur leur stratégie de communication et notamment communication de crise, qui m'a appelé donc en tant qu'ancien COS il y a 9 mois et qui m'a dit qu'il avait cette idée de lancer la première formation pour devenir Chief of Staff en France. Donc, on a travaillé ensemble pendant 9 mois dessus. J'ai interviewé personnellement avec mes équipes plus d'une vingtaine de Chief of Staff, dont justement nos invités aujourd'hui font partie et je suis ravi qu'ils soient là pour développer cette formation qui va se lancer du coup tout début janvier. On va mettre d'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite le lien vers la landing page de cette formation dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller voir pour ceux que ça intéresse. Et dès la semaine prochaine, d'ailleurs, nous avons déjà prévu de commencer les entretiens de sélection pour la formation. Donc, vous découvrez tout sur la landing page. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, on entend beaucoup de choses sur ce métier-là. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos questions sur, globalement, c'est quoi un Chief of Staff? On entend énormément de choses. C'est le bras droit du dirigeant, ça peut être un super secrétaire, chef de cabinet, on appelle ça un chef de cabinet en France. Beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais pas trop en dire. Je vais donner la parole à justement mes invités pour qu'ils puissent répondre à ça. Mais juste avant, ils vont chacun se présenter. Comme ça, vous pouvez les identifier, voir ce qu'ils font. Et puis après, on commencera à aborder le sujet de façon plus directe. Victoire, par exemple, je te passe la parole pour te présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Yaya pour l'invitation. Déjà, super heureuse d'être parmi vous. Donc, je suis Victoire de Villepin, je suis Chief of Staff chez Content Square. J'ai rejoint l'aventure il y a 3 ans et demi maintenant. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est Content Square? C'est une boîte française qui a été fondée il y a 10 ans maintenant par Jonathan Cherki, qui sortait tout juste de l'ESSEC. Donc, on est une solution qui capte en fait toutes les interactions que les utilisateurs vont avoir avec les sites web, mobiles et les applications, qui va analyser toutes ces interactions et qui va établir des recommandations pour que les marques puissent optimiser leur expérience digitale. Aujourd'hui, on est 1200 employés répartis à travers 9 bureaux, donc vraiment couverture globale. On a levé un peu plus de 800 millions de dollars auprès de super investisseurs comme SoftBank. Tu peux nous rappeler le montant justement de la dernière levée? Ouais, on a fait notre série E en juillet et c'était 500 millions de dollars auprès de 500 millions en juillet dernier. Exactement. Donc, une super belle aventure et on continue de croître super vite. On prévoit de recruter 1500 personnes dans les 3 prochaines années. Et toi, tu es Chief of Staff auprès de Jonathan, à qui on passe le bonjour d'ailleurs, qui est à Lisbonne actuellement. Tu es Chief of Staff auprès de Jonathan depuis combien de temps? Donc, j'ai rejoint la boîte il y a 3 ans et demi. Pas tout à fait complètement dans ce rôle, mais dans un rôle de chef de projet strat, donc super proche. Et 8 mois plus tard, j'ai bougé dans le rôle de Chief of Staff. Donc, ça fait un peu moins de 3 ans. Génial. Merci beaucoup. Maud, je te passe la parole. Yes. Hello tout le monde et merci encore à Yaya pour l'invitation également. Donc moi, je suis Chief of Staff d'Ornicar. J'ai rejoint l'entreprise il y a 1 an et demi. C'était avril 2020, premier confinement. Et donc Ornicar, Un parfait timing pour eux. Oui, parfait. En remote. Donc Ornicar, c'est connu essentiellement pour être une auto-école en ligne, mais pas seulement. En fait, notre mission principale, c'est de rendre l'expérience de la conduite la plus sûre possible et la plus positive. Donc, on s'adresse donc aux apprentis conducteurs, à la fois côté code et pratique, mais aussi aux jeunes conducteurs, aux conducteurs les plus aguerris avec notre offre d'assurance auto. Donc, on a aujourd'hui 210 collaborateurs environ basés en France et en Espagne sous notre marque On-Road. Ok. Voilà.
et Ok, donc Chief génial. of Staff auprès des deux CEO, Benjamin Guignot et Flavien Lerendu. Et toi, quand tu es arrivé chez Ornicar, c'était directement dans ce poste de Chief of Staff? Directement à ce poste-là, ouais. Et c'est un métier que tu fais, enfin, c'est un poste que tu avais déjà précédemment, Comme ailleurs? histoire, plus ou moins, j'avais fait 6 ans chez EY avant, dans des missions transverses. Et puis, les 3 dernières années, effectivement, aux côtés d'un associé en charge du secteur entrepreneur pour la zone EMEA. Donc, ça s'appelle aussi Strategy and Operations Manager, où les Américains, effectivement, employaient le terme de Chief of Staff. Génial, super. Merci beaucoup, Maude. Henri-François, je te passe la parole. Merci beaucoup. Écoute, déjà, très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui pour partager autour de ce métier. Moi, j'ai rejoint Payfit il y a 2 ans, donc sur ce poste de Chief of Staff. Payfit, c'est un logiciel qui digitalise la paye et la gestion des RH pour les TPE-PME, donc les entreprises de 1 à 100 salariés globalement en Europe. Donc, c'est une entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 5 ans par Firmin Zocchetto, Florent Fournier et Guilain, voilà, qui sont trois amis de longue date. On a près de 5500 clients aujourd'hui. On sert plus de 130 000 employés via nos feuilles de paie. Et donc, je suis arrivé chez Payfit il y a 2 ans pour créer le poste. Donc, il a fallu sur pas mal d'aspects, essuyer les plâtres et tout ça dans un contexte qui était aussi particulier avec la crise qui s'est déclenchée 2 semaines après mon arrivée. Je ne sais pas s'il y avait un lien de cause à effet, mais en tout cas, ça a été un très, très bon onboarding. Génial, génial. On va en parler justement. On a quelques anecdotes à partager. Et bon, je connais bien un peu vos histoires aux uns et aux autres, mais particulièrement Henri-François, parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Mais on va partager justement quelques anecdotes juste après. Merci beaucoup pour votre présentation. Pour aller sur la première question qu'on se posait justement pour répondre de façon assez directe, c'est quoi un Chief of Staff? Nous, pendant nos interviews, on a donc interviewé pas mal de monde et on a réalisé très très vite qu'il y avait presque autant de chief of staff que d'entreprises. On va même aller plus loin. Je pense qu'il y a autant de chief of staff que de dirigeants qu'on accompagne en tant que de chief of staff. Donc, quand on a commencé à réfléchir à la formation, on s'est dit que c'est quand même délicat parce que vraiment, c'est des profils assez variés. Néanmoins, on a réussi assez vite à identifier quelques axes qui revenaient de façon quasi systématique, peu importe le secteur, peu importe la taille de l'entreprise, etc. Des espèces de missions, métiers, compétences qui revenaient. C'est là-dessus qu'on s'est concentré pour développer la formation. Maintenant, si je devais vous poser la question à tous les trois, c'est quoi un Chief of Staff? Ou j'ai envie de dire, quelque part, c'est quoi votre journée type? Même si on sait qu'il n'y en a pas vraiment, si vous deviez essayer d'y répondre, ou qu'est-ce que vous faites par exemple cette semaine? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Maude, par exemple, cette semaine, qu'est-ce que tu as eu à faire? Ou aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les tâches sur lesquelles tu es? Est-ce que tu peux juste rapidement nous raconter ça pour qu'on essaie de comprendre c'est quoi un Chief of Staff? Entièrement d'accord sur la diversité des missions et c'est un poste qui est effectivement hyper transverse. Donc, une journée type, c'est difficile à résumer, mais si je prenais l'exemple, je sais pas, un jeudi, je peux commencer par exemple le matin par l'animation, la préparation d'un comité de direction ou d'un comité stratégique qui va nous aider à préparer, à définir les objectifs trimestriels de l'entreprise. Donc, un aspect gouvernance, un aspect planification stratégique. Après l'après-midi, je peux avoir un point de suivi d'un projet transverse, donc vraiment avec cette casquette de coordination de plusieurs intervenants internes. Je peux me réserver une plage horaire plutôt de réflexion, de conception, documentation, peut-être d'un process, un nouveau process qu'on va mettre en place à l'échelle de l'entreprise. Je prends le process achat, par exemple, qu'il va falloir designer et après déployer. Je peux avoir un point de suivi aussi avec un membre de mon équipe, par exemple, pour préparer notre prochain événement d'entreprise. Donc, vraiment, la partie événementielle, elle est aussi dans mon scope. Et puis, je peux terminer la journée par l'animation d'un team meeting, nos all hands, par exemple, avec tous les collaborateurs pour partager les actualités de l'entreprise. Donc, pareil, donc le volet communication interne. Donc, tu vois, dans la même journée, je navigue entre ces différents sujets. Et aujourd'hui, justement, au sein de ton équipe, si tu as des gens, tu as combien de personnes de façon directe sous ta responsabilité et avec quel poste à chaque fois?
Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 3. Oui. Une personne qui est vraiment sur la partie gouvernance, gestion de projet, process management. Mhm. Une personne en communication interne et une personne en événementiel. OK. Gouvernance, communication interne, événementielle. Ouais, et workplace qui va avec. Génial. Victoire ou Henri-François, est-ce que vous voulez compléter ou aussi essayer de répondre vous à la question? Oui, je suis ravie. Non, je me reconnais beaucoup dans ce que Maud décrit. Effectivement, je pense que c'est beaucoup de ces tâches qui se retrouvent pas mal dans mon agenda. En toute honnêteté et en toute transparence, pour moi, tout ça est quand même saccadé d'un sacré paquet de calls de mon CEO qui me lance des missions un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est la réalité. Je pense que Maud a décrit le planning idéal. Ouais, et la réalité du quotidien, c'est… Justement, allons sur cette réalité du quotidien. Parlons un peu Ouais, de c'est ça. Jonathan. C'est soit un call si je ne suis pas au bureau, et sinon, c'est surtout beaucoup d'allers-retours dans le bureau de mon CEO et des listes de to-do à rallonge, de projets à suivre ou de tâches urgentes à mettre en place. Donc, il y a une partie qui est quand même assez structurée, récurrente, comme le disait très bien Maud, comme interne, gouvernance. C'est des choses, effectivement, qu'on retrouve beaucoup dans notre quotidien, mais il y a quand même beaucoup de last minute, coup de fil et je te tire dans mon bureau et qu'est-ce que tu penses de ce sujet et je veux un mail et je veux un deck et va me récupérer l'info sur tel ou tel sujet. Donc, il y a aussi cette partie un peu immédiate sur laquelle il faut être super réactif. Justement, je vois un commentaire de Victor qui dit gros caillou versus sable. Quand tu as ces interruptions, on va dire, ces requêtes de la part de tes collaborateurs ou de la part du dirigeant au quotidien, comment toi tu le gères ou comment est-ce que tu vas l'organiser par rapport aux tâches de fond pour reprendre l'expression de Victor sur les gros cailloux que tu vas avoir à gérer et en même temps ces éléments qui peuvent venir perturber ton travail ou ta productivité. Comment est-ce que tu gères ça, toi, concrètement? Ou tu essayes peut-être de le gérer, je ne sais pas. Ouais, alors ça vient beaucoup avec avec l'expérience, avec la connaissance des sujets. Je pense qu'une Mhm. des grosses responsabilités et un des gros, ce qui est attendu avant tout du chief of staff, c'est l'art de prioriser. Il y a énormément de choses qui nous tombent dessus. Il y a beaucoup de choses de run, en fait, de ce qu'il faut faire d'un point de vue purement marathon. Et il y a les petits sprints qu'il faut savoir prioriser et sur lesquels il faut savoir se mettre aussi rapidement. Et puis, si tout d'un coup, il y a une grosse urgence à gérer, Mhm. savoir staffer les bonnes personnes pour s'assurer que les sujets de marathon continuent à avancer Ouais. et se focaliser entièrement sur le sujet du jour. Donc il y a un travail permanent de jongler entre exactement les gros cailloux et le sable et de savoir, OK, quelle partie de mon temps je vais consacrer à tel et tel sujet et surtout pas perdre les longs projets Mhm. et pas perdre le focus aussi sur ces choses-là qui doivent avancer. Donc, je te le disais tout à l'heure, moi j'ai de la chance, j'ai mon CEO qui est au Web Summit cette semaine et là c'est la semaine gros caillou, quoi. Il n'est pas là pendant 3 jours, les gros cailloux avancent et quand il sera de retour, on fera avancer tous les sujets de sprint et toutes les urgences qu'il a dû gérer cette semaine de son côté. Donc c'est beaucoup une question d'être super agile, de savoir profiter des moments un peu off pour faire avancer tous ces projets-là. Donc, il y a effectivement un vrai sujet sur la priorisation et, si je comprends bien, et aussi l'agilité, ta capacité d'adaptation. J'ai relevé aussi un peu une notion de délégation ici, quand tu dis de réussir à confier à un moment donné de façon assez rapide les différentes missions ou les tâches aux bonnes personnes aussi. Donc, cette capacité de délégation qui demande une bonne connaissance de l'organisation, des collaborateurs et ainsi de suite. Henri-François, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point, toi, de ton côté? Je suis complètement en phase avec tout ce que vous avez dit, même plus qu'en phase. On est souvent comparé à des couteaux suisses. Il y a un énorme enjeu de polyvalence pour pouvoir basculer sur tous les sujets qui ont été évoqués, parfois en l'espace d'une semaine, parfois en l'espace d'une journée. Donc c'est une élastique, c'est une gymnastique mentale enfin, moi que je trouve passionnante et un rapport au temps aussi qu'a très bien décrit Victoire. Mhm. Moi j'ai très rarement le sentiment de travailler pour en fait pour le jour même. C'est toujours
d'avoir une partie du cerveau qui se projette sur la semaine prochaine, sur le mois en cours, voire sur le semestre à venir. Quand on voit qu'il y a des gros cailloux qui sont potentiellement un peu plus gros que ce qu'on imagine, ça vaut le coup d'avoir un rapport à l'anticipation assez poussé. Génial. Je me permets tout de suite, avant de passer à la question suivante, on a eu une question aussi de Caroline qui pose la question, est-ce qu'en tant que Chief of Staff, vous faites partie du C-level de votre entreprise? Alors, je connais plus ou moins la réponse pour certains, mais je vous laisse prendre la parole. Est-ce que vous faites partie du C-level? De quelle façon, si oui, de la boîte? Oui, tout à fait. Ouais, pour toi, Maud, absolument. Ouais, je sais. Victoire, Aussi, ouais. il me semble Pareil. que Henri-François aussi, ouais, il me semble que tu es même dans le COMEX de Content Square, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Donc absolument, enfin voilà, pour répondre à la question, aujourd'hui, c'est effectivement un rôle qui peut avoir beaucoup d'importance, qui est vraiment identifié en tant que tel au sein de l'organisation et pas qu'à travers la personne qu'on peut représenter ou pour qui on peut travailler. On est en train de dépasser ce cadre-là qui est dépassé depuis longtemps aux US, mais qui est aussi en France commence à être pris en compte, en tout cas, on le réalise. Je vais passer tout de suite à une deuxième question sur les différents axes, missions essentielles du Chief of Staff que nous, on avait identifiés. Il y a un élément qui est systématiquement revenu, c'est la notion de reporting ou de communication 360, c'est-à-dire communication que ce soit tournée vers en interne ou en externe, communication de représentation ou parfois communication de crise, pour peu qu'il y ait une crise, en interne encore une fois ou en externe. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous avez des éléments à nous partager? Peut-être récemment, on a eu la crise sanitaire, crise Covid. Comment ça s'est passé quand vous l'avez géré en interne? Peut-être du jour au lendemain, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entreprises, on a dû passer en full remote, full distanciel. Comment est-ce que ces éléments-là se sont passés chez vous? Comment est-ce que vous l'avez géré si vous aviez à le gérer? Et aussi, est-ce que vous avez des éléments de communication externes à gérer? Je sais que oui. Ça serait quoi si, Victoire, toi, tu devais nous raconter un petit peu ça sur la com et le reporting 360 de façon générale? Ouais, c'est une question super intéressante et comment on structure la com interne et la com externe. Pour moi, c'est deux choses un petit peu séparées. Ça travaille, c'est un peu main dans la main, mais c'est quand même deux sujets qui sont quand même très distincts. Nous, la com interne, jusqu'à l'année dernière, on avait une Head of Internal Communication qui reportait au HR. Et du coup, la com interne était très axée RH. Et la réalité, c'est que la plupart des sujets stratégiques et la plupart des informations, elles sont quand même très concentrées dans le cabinet du CEO, donc chez le Chief of Staff. Moi, je gérais déjà beaucoup de structures de reporting interne, à savoir les CODIR, les HOLENS, donc les opportunités où le CEO s'adresse à l'intégralité de l'entreprise, les Fireside Chats, l'opportunité où le CEO va répondre à toutes les questions individuelles des employés. Donc, tout ça, je les gérais directement. Et donc, on s'est rendu compte que ça faisait vachement de sens que la com interne soit chez moi. Donc, comme Maud, moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui gère la com interne pour toute la boîte. Donc, ça, c'est une transition qui s'est amorcée en janvier. Donc, pendant la crise du Covid spécifiquement, la com interne était encore au HR. Okay. Mais on a mis en place avec notre Chief People Officer une cellule de crise pour gérer toute la communication autour de tout ça. De façon un peu spécifique pour cet événement-là, à ce moment-là? Très spécifique, parce qu'il y avait énormément de questions qui se sont posées à ce moment-là sur lesquelles on n'a pas de Chief Health Safety Officer comme pouvaient les avoir les Google ou les grosses boîtes. Donc, il n'y a personne dont le rôle c'est de monitorer une crise sanitaire. Donc, tout le monde est un peu obligé de travailler ensemble. De brainstormer ensemble. Donc, on avait dans ce petit comité strat la Chief People Officer, le Chief Legal Officer, un certain nombre de Head of People qui avaient du coup le lead local sur les bureaux, sur les régions au niveau vraiment local, et moi pour structurer ensemble la communication autour de ces sujets. Mais la com interne, maintenant, c'est vraiment chez moi. Sur la partie com externe, nous, on a une cellule au sein du marketing qui s'appelle Corporate Marketing, Corporate Communication, et avec qui je travaille super étroitement. Vraiment, une grosse partie de mon temps, je le passe quand même avec eux, notamment pour préparer toutes les communications stratégiques,
savoir les annonces de levée de fonds, les annonces d'M&A, les annonces de gros lancements un peu, des gros projets strat. Souvent, c'est nous qui avons l'information en premier. Donc, on les aide à rédiger les éléments de langage. On s'assure que tout correspond bien à la stratégie, que le message est bien packagé. Donc, travaille vraiment, vraiment ensemble. Et j'ai vu qu'il y a une question qui était posée sur le chat autour des affaires publiques. Effectivement, nous, on a vraiment vu cette transition s'amorcer, notamment depuis la série E, où on commence à être de plus en plus sollicité pour participer et pour avoir une voix sur les débats publics. Donc, John, notre CEO, est quand même pas mal invité à ce genre de panel, à ce genre de débat, participer à Tous France cet été sur invitation du président Macron. Donc, moi, je commence à m'engager un petit peu sur ce terrain-là, qui n'est pas mon terrain de prédilection du tout. Donc, on est en train aussi de se staffer en interne et de voir comment est-ce qu'on peut monter en compétences et faire venir des talents qui ont cette expertise-là des affaires publiques, parce que c'est vraiment un métier à part entière, quoi. Donc la psycho du Chief of Staff, c'est de prendre au début, puis de vite se rendre compte qu'on est dépassé et de faire venir de l'expertise de l'extérieur. Bon, il y a vraiment un job je trouve, merci d'avoir rebondi justement rebondi sur la question posée par Guillaume. Sur les relations publiques, je sais que par exemple Grégoire, quand il était chez OVH, c'était un vrai sujet parce qu'on parle de cloud justement, il y avait toutes les problématiques de souveraineté et donc la relation qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics. Il avait aussi récemment accompagné Sorar dans leur communication suite à leur grosse levée de fonds de 680 millions d'euros annoncée il y a quelques semaines. Donc c'est un sujet essentiel sur cette partie-là et c'est vrai que les chiefs of staff, de plus en plus, en fonction des entreprises et des secteurs, vont se retrouver exposés d'une façon ou d'une autre, soit directement, soit indirectement, au pouvoir public et à devoir faire un peu de lobbying d'une façon ou d'une autre. Est-ce que Maud ou Henri-François, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça ou nous partager par rapport à la communication 360 ? Écoute, moi, concernant la communication, elle est majoritairement interne, en sachant que la partie externe est gérée par nos équipes marketing. En fait, quand je suis arrivé, il y avait déjà la conviction que la com interne devait être rattachée au scope de Chief of Staff. L'enjeu, en fait, c'était de vraiment servir une culture de la transparence extrêmement poussée chez Payfit, où il y a historiquement toujours eu cette volonté d'être extrêmement pédagogue sur tous les arbitrages qui sont effectués pour que chacun des payfitters, chacun des employés de l'entreprise puisse avoir les clés pour comprendre les arbitrages, les priorités, les orientations qui sont données en fonction du contexte. Le Covid a été une très bonne opportunité de faire monter en puissance cette démarche-là. Ça s'est basé d'abord sur de la fréquence avec des HoloLens chaque semaine. Ça s'est plus calmé après, mais avec voilà, une vraie volonté de partager tout le rationnel qu'il pouvait y avoir derrière des choix parfois difficiles, de faire comprendre pourquoi il faut potentiellement revenir sur des plans qui étaient annoncés encore 2 mois avant, particulièrement ambitieux, sur lesquels il va falloir patienter, revoir les priorités. Voilà, c'est vraiment le bras armé du pilotage stratégique à l'échelle de toute la boîte et un vrai levier pour pouvoir générer de l'adhésion auprès de la totalité des employés. Donc ça se manifeste après par plein de choses différentes, mais c'est l'objectif numéro 1. Surtout quand, pour rebondir là-dessus, surtout quand on voit que, pour le coup, vous êtes tous les trois d'ailleurs dans des structures en croissance, voire en hyper-croissance, avec parfois des séquences de recrutement assez fortes. Donc, comme tu dis, garder l'engagement, l'adhésion, communiquer, faire redescendre un peu cette vision-là, engager les collaborateurs. Ouais, c'est vrai que la communication interne devient un élément vraiment stratégique. Maud, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là ? Alors, sur ce que disait Victoire, je suis complètement alignée aussi sur l'aspect santé, RH. Pour nous, c'est vraiment ce département-là qui le gère parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux derrière sur les risques qu'on ne doit pas faire prendre à nos salariés. Donc, bien sûr, il y a une collaboration très forte là-dessus.
Sur les relations investisseurs, alors nous, on bénéficie, on a la chance d'avoir une direction bicéphale avec 2 CEO, donc ils se répartissent aussi ces 2 domaines-là. Donc, on a Benjamin qui est vraiment sur l'externe, les relations investisseurs, les relations publiques. Donc, c'est un peu moins dans mon scope ici. Et ce que je voulais ajouter, ouais, c'est sur la communication. Il y a la communication descendante, mais il y a aussi la communication horizontale et ascendante. Tous les signaux faibles, en fait, qu'il faut qu'on capte en permanence, parce qu'en fait, c'est des petits indicateurs qui vont peut-être se révéler ensuite être des chantiers prioritaires dans notre scope, qui révèlent peut-être des dysfonctionnements organisationnels, des choses comme ça. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir toujours ça, d'être vigilant à tous ces signaux-là. Et puis la communication transversale entre les équipes, ça c'est le cœur de notre métier. Je pense Chief of Staff, c'est s'assurer que l'organisation dans son ensemble elle est efficiente et qu'elle a tous les outils les outils de collaboration, outils de communication en interne pour favoriser ça. Ouais. Ça me fait penser à une question que j'ai envie de vous poser ici à tous les trois. Alors, vous pouvez essayer d'y répondre. C'est comment est-ce que vous vous êtes positionné, vous, justement, en tant que Chief of Staff, pour pouvoir capter ces informations-là, pouvoir capter un peu ces signes-là, comme vous dites, sur cette com ascendante. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, vous êtes dans des organisations en forte croissance, on l'a dit, avec beaucoup de business units, de départements, etc. Comment est-ce que vous arrivez à capter ça? Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que vous avez pris une posture peut-être pas particulière? Comment vous procédez aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut répondre. Ça fait partie des questions bonus surprises. Je pense qu'il y a des canaux aussi qu'on peut mettre en place, des canaux de communication bottom-up. Il y a des surveys d'engagement qui peuvent être posés, qui peuvent être anonymes. Il y a ça. Et puis, effectivement, il y a une grosse partie, un gros enjeu de relationnel. C'est sûr qu'il ne faut pas être effectivement dans notre tour d'ivoire, vraiment aveugle de ce qui se passe. Il faut vraiment être connecté, être en proximité avec les équipes au quotidien. Ouais, je suis complètement d'accord avec Maud. Je pense qu'il y a une partie informelle qui est hyper clé. Moi, je sais que ce qui a beaucoup aidé dans mon job, c'est quand je suis arrivée, j'ai eu ces 8 premiers mois où j'étais responsable des projets strat. Personne ne savait trop ce que je faisais. Et je intervenais beaucoup sur plein de sujets. Donc, je pouvais intervenir sur un sujet produit, sur un sujet d'optimisation, de la récupération de la data, enfin, avec beaucoup de départements, en petitement, et pour venir aider les gens. Et en fait, à partir du moment où on se positionne comme quelqu'un qui vient aider et pas quelqu'un qui vient faire la police, tout de suite, on instaure une relation de confiance qui est hyper clé. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye de aussi retrouver aujourd'hui dans mon job, notamment dans la relation que j'ai, que ce soit avec les membres du CODIR, mais aussi avec toute la boîte. D'une manière générale, j'essaye de me positionner comme partenaire. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où je vais venir vous demander des choses et souvent, c'est un petit peu dans des timings urgents. Mais quand vous avez besoin de faire valider urgemment une décision, d'obtenir un budget, je sais pas, d'obtenir un account supplémentaire, d'avoir un temps de brainstorm avec le CEO, je me positionne comme partenaire et j'essaie de vous faciliter la vie. Et à partir du moment où on établit cette relation-là avec les gens et les gens nous font confiance, on récupère énormément d'informations, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faut faire remonter en urgence et on a un petit peu cette présence et ce relais pour le CEO. Donc, je pense qu'il y a vraiment une dimension partenaire qui est essentielle à construire avec toute la boîte. Et l'idée, c'est vraiment pas d'être le sergent bras droit du CEO et je vous fais exécuter mes ordres. C'est comment est-ce que je peux faire en sorte que je te fais gagner du temps et fais-moi gagner du temps, quoi. J'aime beaucoup cette notion de réussir à se mettre aussi au service des autres de façon à créer cette relation de confiance et justement pouvoir communiquer et capter les informations que derrière vous allez remonter aux dirigeants. Henri-François, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, j'ai un budget croissant illimité. Je soudoie à mort. Non, mais complètement en phase avec tout ce qui a été dit. Faut échanger, il faut parler avec les gens. Donc, il y a plus désagréable. Génial. On a beaucoup de questions dans le chat. Je vais en prendre un ici avant de passer à la question suivante qu'on avait prévue. Comment est-ce que vous gérez les désaccords, justement, pour rester sur cette relation de confiance? Comment est-ce que vous gérez, c'est une question qui a été posée par Paul, que je salue aussi. Comment est-ce que vous gérez les désaccords par rapport avec vos dirigeants?
Imaginons là qu'il ne vous écoute pas. Non, mais au contraire, enfin, moi, je pense que le maître mot, enfin, après, en tout cas pour moi, c'est d'avoir une démarche de transparence et de dialogue. Il ne faut surtout pas mettre sous le tapis des désaccords, parce que potentiellement, nous, déjà, dans un premier temps, ça peut nous faire passer à côté de quelque chose qu'on n'aurait pas pigé. Et inversement, si c'est nous qui avons raison, ce serait dommage de ne pas tenir bon et de ne pas arriver à craquer le compromis, ou en tout cas la bonne formulation pour faire avancer le point. Donc, le désaccord, ça se pose, enfin, en tout cas, moi, ça ne s'est jamais posé sur des formats aussi, aussi radicaux, mais ça passe par l'argumentaire, ça passe par une très bonne compréhension aussi des leviers de compréhension des personnes qui sont en face de nous, que ce soit le CEO ou un autre. Il y a des personnes qui vont plus être réceptifs à des approches chiffrées, d'autres des approches organisationnelles, d'autres des approches plus créatives ou humaines. C'est arriver à sentir et à comprendre quels sont les leviers de compréhension de la personne qui est en face de nous. Donc là, encore une fois, il faut s'adapter. Génial. Je vais passer à la question d'après. On parle beaucoup des missions que le Chief of Staff va avoir un peu transverses, c'est-à-dire ces missions-là vont être nombreuses et il va avoir affaire à beaucoup de départements différents. Je sais aussi que parfois, de façon temporaire ou même plus pérenne, vous pouvez être directement impliqué dans des tâches ou des missions plus opérationnelles. Est-ce qu'on peut prendre, Henri-François, peut-être ton exemple, parce que je sais que tu as mis en place, que tu as développé et mis en place aujourd'hui toute la politique RSE chez Payfit. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être en une minute comment tu t'y es pris et en quoi est-ce que, enfin, à quoi ça correspond et justement quel est l'intérêt que toi, en tant que Chief of Staff, avec ce rôle transverse, tu aies pris cette mission-là chez Payfit justement? Oui, complètement. En fait, en arrivant chez Payfit, j'ai vu que le sujet de la RSE au sens large était adressé de manière quasi associative, avec voilà, sur la base de volontariat des personnes qui étaient particulièrement engagées sur ces sujets, mais ce n'était pas suffisant. Et j'avais la conviction que c'était voilà, que ce soit encore plus pour Payfit, mais de manière générale pour l'ensemble des TPE-PME, des sujets qui avaient vocation à être rattachés au corps de l'entreprise. Donc, justement, par cette position transverse, j'ai pu voir cette réalité-là. J'ai milité pour qu'elle soit rattachée déjà à la stratégie de l'entreprise, qu'il y ait une vraie prise de conscience qui soit faite, qu'il y ait une vraie organisation des ressources qui soit consacrée avec des objectifs très concrets, que ce soit sur des aspects sociétaux ou environnementaux. Je pourrais rentrer dans le détail si vous voulez, mais voilà, globalement, ça a été de faire ce constat-là, de faire une proposition concrète qui soit en ligne avec la vision et les missions de Payfit, et d'engager d'abord les fondateurs, ensuite le COMEX sur ce scénario, et puis d'accompagner la montée en puissance de la démarche qui aujourd'hui se matérialise par des nouvelles politiques au sein de Payfit, une volonté d'être carbone neutral à horizon fin d'année prochaine. Enfin, voilà, on pourrait en lister encore beaucoup. C'est devenu aujourd'hui très concret. Et voilà, parce que c'est un sujet très transverse, ça fait sens que ça puisse être adressé par les équipes Chief of Staff. Génial. Vous aussi, est-ce que de façon temporaire ou pérenne, Maud, Victoire, vous avez eu, peut-être si l'une des deux voulait raconter, est-ce que vous avez eu des missions un peu plus opérationnelles à gérer depuis que vous êtes Chief of Staff? Oui, effectivement, on a plusieurs. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on ne les porte pas entièrement, les sujets. On les coordonne dans la phase de construction, mais après, l'ownership va souvent aussi vers d'autres équipes. C'est le temps de la mise en place. Toutes les équipes ont effectivement énormément d'activités de run au quotidien. Donc, nous, on peut intervenir à la fois pour gérer, comme disait aussi Victoire au début, avoir cette disponibilité, cette flexibilité pour pouvoir y répondre. Et puis, la casquette gestion de projet, connaissance de l'entreprise de manière transverse nous permet d'assurer ça. Donc, ça peut être effectivement la mise en place d'une solution IT, d'être l'interface entre les consultants externes et les équipes mobilisées en interne. Ça peut être
d'autres projets ponctuels, effectivement, il peut y en avoir plusieurs. J'aime bien cette notion qu'on a eu beaucoup, nous, dans les interviews qu'on a fait avec les chief of staff, de réussir à mettre son ego de côté, parce que parfois, on va, et je reprends ici, je te cite Henri-François, réussir à mettre son ego de côté, parce que parfois, on va mener une mission, démarrer une mission. C'est comme si on décorait, on achetait un appartement et on le décorait pour qu'ensuite, ce soit quelqu'un d'autre, en tout cas, qui prenne le relais ou qui en profite. Et il faut réussir à faire ça, c'est-à-dire, voilà, on va initier la chose, on va y mettre de l'énergie, parfois son cœur, mais derrière, notre mission, ce n'est pas forcément de mener indéfiniment ces choses-là. Pourquoi pas, hein, parfois prendre la direction et donc changer éventuellement de poste. Et ça répond à une des questions qui avait été posée, qu'est-ce qu'on peut faire après Chief of Staff? Mais bon, en attendant, ça peut aussi être, je le fais, je l'initie parce que ma position proche du dirigeant, transverse, avec une bonne connaissance de l'ensemble de la structure, me permet de faire ça. Mais derrière, on va prendre quelqu'un, un expert ou quelqu'un qui a de l'expérience dont c'est le métier, pour prendre le relais, développer et faire croître la mission. Je voulais revenir sur un autre élément, là on parlait d'ego, mais sur un élément un peu peut-être d'improvisation. C'est-à-dire là, on a l'impression que les choses sont planifiées, on sait faire, on est là, on est bien positionné, on développe et tout. Mais l'histoire de Content Square, justement, si on se dit, voilà, vous avez fait 3 levées en 3 ans, des roadshows pour la dernière levée sur 3 continents différents, etc., en à peine quelques jours. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Comment est-ce que toi, Victoire, au sein de l'équipe, évidemment, mais aussi toi, tu as pu gérer ça? Parce que j'imagine on n'a pas la science infuse, on ne peut pas tout savoir. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Si oui, comment tu t'en es sorti? Et qu'est-ce qu'il faut justement comme compétence, quelque part, pour faire face à ces imprévus et à ces situations toujours nouvelles, même si elles sont très excitantes? Oui, c'est une excellente question et je pense que je pense qu'Henri-François et Maud se retrouveront là-dedans aussi, mais je pense que c'est une des spécificités des scale-up et c'est une des spécificités du fait de travailler avec un CEO fondateur. La réalité, c'est que souvent, les situations auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés, c'est des situations qu'ils rencontrent pour la première fois. Nous, la spécificité de Content Square, c'est que John, il a monté cette boîte, notre CEO, en sortant de l'ESSEC et il n'avait jamais travaillé ailleurs. Donc, ça fait 10 ans qu'il dirige une boîte et il n'a jamais reporté à qui que ce soit. Il n'a jamais eu de boss, en fait. Et il n'a jamais eu d'autres expertises. Donc, la réalité, c'est qu'on découvre beaucoup de choses. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on découvre beaucoup de choses ensemble et que chaque nouvelle journée, chaque nouveau projet est un nouveau défi. Et c'est toujours un truc qu'on fait pour la première fois. Et c'est assez rigolo. J'ai une associate dans mon équipe qui s'appelle Lucie Victoire, qui est géniale et à qui on avait confié un projet quand elle était arrivée, qui était de structurer un peu notre développement à l'international. Donc, on lui avait demandé de nous faire un playbook pour le développement international. Elle me disait, mais moi, j'ai jamais ouvert de bureau à l'étranger, je ne sais pas comment on fait. Et je lui dis, mais attends, tu crois que moi, j'ai déjà fait une levée de fonds ou que John, il avait déjà fait une levée de fonds ou qu'on avait déjà acheté des entreprises avant? Personne ne sait trop ce qu'on fait. Et je pense qu'une des vraies réalités du job de Chief of Staff, c'est qu'on est tous les jours confrontés à des situations qui sont inédites et on sait qu'on ne sait rien, mais on se dit juste, dis-toi que tu n'as aucune chance, fonce et tâte le terrain, quoi, grosso modo. Donc, moi, une grosse réalité de mon quotidien, c'est de me dire tous les jours, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais on va tenter quelque chose. Donc, il y a une grosse part d'improvisation. On apprend énormément aussi avec l'expérience, avec le temps. Donc, nous, effectivement, on a fait 3 levées de fonds. Depuis que je suis là, on a fait 3 levées de fonds en 3 ans, à chaque fois avec des montants de plus en plus importants et qui sont à chaque fois avec notre CEO en lead. Donc, il est vraiment super opérationnel sur le sujet. C'est lui qui gère toutes les négociations en lien avec notre Chief Legal Officer et avec notre CFO. Mais il est super présent. C'est lui qui fait toutes les rencontres investisseurs. Et moi, je suis là vraiment pour l'épauler, l'accompagner dans la préparation du deck de levée de fonds, structurer les cibles, structurer les agendas, s'assurer qu'on rencontre bien et qu'on fait bien les follow-up. Mais c'est vraiment lui qui est en lead dans toutes les négociations. Et à chaque fois, c'est une nouvelle phase d'apprentissage. C'est la même chose pour les boîtes qu'on a rachetées. On a racheté 6 boîtes en 2 ans. Et avant ça, John n'avait jamais fait de M&A. Moi, j'en avais fait un petit peu dans mes expériences précédentes, mais à chaque fois, c'est un nouveau process. À chaque fois, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle raison pour laquelle on fait l'acquisition. Donc, on apprend en fait à chaque fois. Et je pense que l'essentiel, c'est de se dire que on n'a pas toujours toutes les cartes en main, que personne n'a toute l'expertise. Le plus important, c'est de s'entourer des gens qui vont vraiment nous donner des billes, de pouvoir se reposer sur un Chief Technical Officer, de pouvoir se reposer sur un CFO, de pouvoir se reposer sur l'expertise des autres
et de faire de la coordination. Et après, on avance, quoi. Ouais. Je vois très très bien, l'idée. Est-ce que Henri-François, Maud, vous vouliez ajouter quelque chose? Et merci surtout Victor pour ce témoignage. Non, ça me faisait, ouais, pour rebondir sur ce que disait Victor, ça me fait penser à ce que disait Henri-François tout à l'heure et que j'aime beaucoup, c'est effectivement où il passe beaucoup de temps sur le moyen long terme pour anticiper. Donc, le rôle d'anticipation est très important, effectivement, parce qu'on est toujours confronté à de l'improvisation, à des choses qu'on ne connaît pas. Donc, on a envie de limiter ça pour être prévenant et être nous dans ce rôle d'avoir toujours un temps d'avance pour minimiser, on va dire, la gêne ou quand on est confronté à ce genre de choses. Mais effectivement, il faut avoir donc de l'anticipation, de l'agilité, l'improvisation et aussi bien s'entourer. Victor, tu as entièrement raison. Il faut aussi être complètement humble devant ces nouvelles situations et soit s'entourer de cabinets, d'experts, soit en interne. On a effectivement des super profils qui auront ces capacités-là. Il faut nous juste bien servir d'aiguillage, tour de contrôle, quoi. On est en fait, je me permets de dire juste un élément, on est déjà dans la phase de questions-réponses, vous l'avez remarqué, on est en train de les prendre au fur et à mesure du chat, donc là on est en plein dedans. Pour ceux, il y a quelques questions que j'ai présélectionnées là, que je vais encore poser à nos invités. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais justement, une de ces questions-là, vous parliez d'expertise, vous spécifiquement, tous les trois, quelle est votre expertise aujourd'hui? C'est-à-dire s'il y avait un top 3 d'expertise que vous avez, de compétences que vous avez, que ce soit vos expériences précédentes ou aujourd'hui ce que vous avez développé en tant que Chief of Staff depuis plusieurs années, ce serait quoi vos top 3 expertises à vous? Henri-François, je peux te donner la parole en premier. Moi, par le parcours que j'ai eu, que ce soit audit financier, créateur d'entreprise et globalement direction de l'innovation / transfo chez Vente Privée, il y a quand même une grande polyvalence, capacité de pilotage de projets de nature complètement différente. Ensuite, une base, voilà, sur les enjeux de communication et de marketing, voilà, sur lesquels on se débrouille. Voilà, être à l'aise avec les chiffres, sans être un spécialiste. Et je ne dirais pas par quelle expérience, mais un niveau de résilience quand même assez élevé. Voilà, je pense que en tout cas pour le métier, ça peut servir. Génial. Et Victoire, Maud? Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Henri-François. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la partie gestion de projet, comme il y a une certaine expertise technique, financière qui est quand même sympa à avoir avant d'arriver dans ce genre de boîte, notamment pour tout ce qui est préparation des boards, levée de fonds, si on accompagne beaucoup sur les sujets financiers, mais tout à fait possible aussi d'apprendre sur le tas. Donc oui, je pense que c'est grosso modo de l'expertise, mais vraiment l'expertise, c'est de pouvoir gérer n'importe quel sujet à n'importe quel moment. C'est surtout ça l'expertise, qui est difficilement facile à transcrire, mais c'est surtout ça, je pense. J'en profite là, je vois Héloïse Cadour qui nous pose une question. Je passe aussi le bonjour à Héloïse qui était parmi les COS qu'on a interviewés et qui ont contribué justement à ce programme. Elle dit qu'elle voit beaucoup de similitudes entre Content Square et OVH Cloud. On parlait avec elle. Et je voulais vous poser une dernière question un peu sous forme de conclusion, même si on approche de la fin. On dit aussi que le COS peut être un bras droit, un super assistant. Là, on a parlé beaucoup on a parlé de levée de fonds, de communication interne, externe, de représentation, etc. Donc, on va dire des missions qui peuvent paraître, permettez-moi l'expression, noble. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des tâches un peu plus ingrates, plus challenging parfois que vous êtes amené à faire, plus terre à terre? Là-dessus, est-ce que vous avez des anecdotes peut-être à nous partager ici, un peu aussi pour montrer l'entièreté un peu de ce rôle de Chief of Staff qu'on peut avoir, même si vous faites partie du COMEX de vos boîtes, du C-Level, etc. Peut-être raconter une certaine réalité aussi auquel vous pouvez être confronté. Victoire, Henri-François, si vous voulez, ou Maud même, je sais que vous aviez des anecdotes.
Ouais, moi, c'est rigolo. J'ai vu une question qui a été posée sur le rôle de l'assistante de direction de l'IA. Alors, Ouais. moi, l'assistante de Jeanne, elle me reporte, elle est dans mon équipe et c'est un partenariat. Donc, il n'y a pas de. D'une manière générale, je pense que dans le job de Chief of Staff, il n'y a pas de rôle trop gros ou de rôle trop petit. Donc, nous, on s'entraide systématiquement. Le but, c'est d'être prêt et que les choses tournent bien. Mais s'il faut aller récupérer du dry cleaning, préparer un costume, booker la maquilleuse, chercher le déjeuner. Enfin, il n'y a pas de. Je pense qu'on est dans un rôle où il faut être prêt à tout faire. Et moi, je me suis jamais vue dire par quelqu'un de mon équipe, attends, non, mais ça, c'est pas mon job. Et je l'ai jamais dit à mon boss. Donc, il n'y a pas de tâche trop grande et il n'y a pas de tâche trop petite. On peut, un jour, moi j'ai la chance d'être au board stratégique de Content Square qui a été formé il y a quelques mois. Et ça a été une super preuve de reconnaissance pour moi. Mais ce n'est pas pour autant que la semaine prochaine, la semaine après, je vais rechigner à aller lui chercher son déjeuner ou réorganiser son agenda ou faire des tâches vraiment du quotidien. Il n'y a pas de tâches trop petites ou trop grandes. Henri-François ou Maud, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, je suis complètement en phase avec ça. Moi, c'est pas tant la nature des tâches qui se posent que la compatibilité avec tout ce qui nous est demandé. Moi, quand il y a quelque chose qui vient se rajouter, en soi, par principe, on est toujours partant. La question, c'est si c'est quelque chose de récurrent. D'une, est-ce qu'on est la meilleure personne pour le faire? De deux, est-ce qu'on va pouvoir tenir le niveau d'attente voilà, qui est prévu? Il y a des sujets sur lesquels il y a des personnes qui sont plus créatives, plus strates, plus disciplinées. Il y a toujours meilleur que soi sur certaines verticales. Et donc, la question, c'est tout simplement, voilà, est-ce qu'on est le mieux placé? Est-ce que le besoin est récurrent? Et si oui, comment est-ce qu'on stabilise en fait la réponse au besoin? Donc là-dessus, pas de problème non plus de mon côté. Si je devais vous poser une dernière question, ça serait quel conseil, et je reprends, c'est une des questions posées dans le chat par Émilie, quel conseil est-ce que vous donneriez pour aborder au mieux les premiers mois du rôle de Chief of Staff? Donc, si vous reveniez en arrière et que vous voyez vous-même prendre ce rôle-là au départ et que vous deviez vous conseiller vous-même, ce serait quoi le conseil que vous vous donneriez? Je pose la question notamment pour nos futurs Chief of Staff qu'on pourrait être amenés à former ou les curieux. Ça pourrait potentiellement les aider ou ceux qui sont justement en train de prendre ce rôle-là actuellement. Ouais, je pense que le facteur clé de succès, c'est la relation avec le CEO, la relation de confiance. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il faut tout miser dès le début. C'est ça qui va être l'accélérateur pour la suite. Donc, ça passe par les premiers jours, vraiment faire tout valider, même si on vient de passer, je sais pas, 6 entretiens de recrutement pour montrer à quel point on a les bons skills pour ça. Et maintenant, il faut revenir un petit peu en arrière pour faire tout valider parce que tous les CEO, il y a de plus en plus de CEO qui voient le besoin d'avoir un Chief of Staff à leur côté, mais qui ne sont peut-être pas prêts à déléguer tout ou partie de leur mission. Donc, il faut aussi prendre ce temps progressivement avec eux pour montrer que voilà, il y a cette relation, il y a cette fiabilité, cette relation de confiance qui peut les amener à le faire plus librement. Génial, je suis absolument d'accord avec ça et c'est un point qui est revenu très très souvent, la relation justement avec le dirigeant. Victoire, Henri-François, vous vouliez ajouter peut-être un point sur ce conseil qu'on peut donner aux gens? Ouais, je suis complètement d'accord avec Maud sur la relation avec le CEO et puis globalement la relation avec tout le monde en fait. Je pense que c'est un job qui marche que si on arrive à construire une relation avec toute la boîte, à bien prendre le pouls de la boîte, à bien s'imprégner de la culture et à faire en sorte que toutes les décisions qu'on prend ou qu'on oriente ou qu'on guide ou qu'on conseille soient le juste reflet de qui on est en tant que boîte et de là où on veut aller. Donc, globalement, ouais, mon plus gros conseil, c'est de nouer des relations de tous les niveaux, mais vraiment de la boîte, c'est de s'intéresser à ce que les gens font, d'être curieux, de s'intéresser aux produits, de s'intéresser aux ventes, de passer du temps avec les sales, de passer du temps avec les équipes d'une manière générale, de comprendre ce que les gens font, de comprendre les métiers. Parce que c'est très difficile après d'orienter des décisions si on ne comprend pas comment la machine elle fonctionne, quoi. Donc, je pense que les 6 premiers mois, ils sont consacrés à comprendre la boîte, à construire les relations, à aider et à montrer qu'on est là
pour aider les gens et pas pour se positionner d'un point de vue politique ou faire le petit chef. Génial, génial. C'est vraiment de l'or tout ça. Henri-François. Ouais, ça va pas mal reprendre ce que vient de dire Victoire. Moi, ce que j'ai fait déjà avant d'arriver chez Payfit, c'est de faire un maximum d'entretiens avec des chiefs of staff que j'avais pu identifier via LinkedIn. J'en profite d'ailleurs pour encore une fois remercier Marthe, chief of staff de Criteo, qui m'avait parfaitement abordé et qui m'avait partagé pas mal de points qu'on a pu se dire aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai faite, ça a été de demander en amont de mon arrivée un maximum de documentation, que ce soit sur les derniers decks de board, les dernières communications à l'ensemble de l'entreprise, voilà, vraiment d'avoir un maximum de documentation pour pouvoir m'imprégner de ce qui se faisait ou de ce qui ne se faisait pas encore. Et la dernière chose que je ne regrette absolument pas d'avoir faite, c'est de demander, alors déjà on a une culture de l'onboarding chez Payfit qui est excellente, et j'avais demandé vraiment du shadowing de tous les métiers, donc passer quasiment voilà, une journée entière avec chacun des métiers pour vraiment voir ce qui se passait sur le terrain et prendre le pouls de l'organisation, de son excellence opérationnelle, de la communication entre les différents départements. Et ça a été à l'origine des premiers projets que j'ai pu proposer sur la transfo. Ça m'a permis d'identifier certains talents dans l'entreprise qui aujourd'hui font partie de mon équipe. Donc voilà, c'est quelque chose que je regrette absolument pas. Merci beaucoup à vos réponses. Je vois beaucoup, pour vos réponses, je vois beaucoup de questions encore dans le chat. Malheureusement, on ne peut pas tout prendre. Je vois une question plusieurs fois, la question sur la rémunération et revenus. Si je prenais juste celle-là, on est en train justement, nous, de faire un benchmark du marché, notamment parce qu'on a pu interroger beaucoup de chief of staff pour essayer de faire un benchmark en fonction de la taille de la boîte, de l'industrie, géographiquement, où est-ce qu'ils sont en France, en Europe, à l'étranger, pour essayer justement de répondre à cette question qui revient très régulièrement, comment est-ce que le chief of staff peut se positionner, aussi à la question de qu'est-ce qu'on peut faire après avoir été chief of staff pendant X années dans une ou plusieurs organisations. Idem, c'est des questions auxquelles on peut répondre. Si les questions, vous avez d'autres questions, vous pourrez nous envoyer un mail, notamment sur les emails d'invitation. N'hésitez pas à nous répondre et à poser les questions et on essaiera d'y répondre. Le replay de la vidéo va être sur notre chaîne YouTube, donc idem en commentaire de la vidéo, posez vos questions, on essaiera directement, nous ou les chiefs of staff qui sont présents aujourd'hui ou d'autres, d'y répondre avec grand plaisir. Si je devais un peu synthétiser tout ça en conclusion, on voit effectivement que ce poste, ça a vraiment été un vrai plaisir pour moi d'échanger avec vous trois et d'autres chiefs of staff que j'ai pu avoir durant ces derniers mois. C'est un poste assez particulier, spécifique, rare, où on a un rôle qui fait appel à des compétences de négociation, de relationnel, on en a parlé, de créer des liens de confiance, d'analyse organisationnelle aussi, de réussir à planifier, anticiper, mais répondre à l'urgence, comme le disait Victoire et aussi Maud et Henri-François, d'humilité, réussir à se mettre au service de l'autre, de diplomatie. Donc, c'est vraiment un panel assez complet. Moi, je suis très, très curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer en France. Je suis assez optimiste et j'ai hâte aussi de poursuivre nos échanges ici ensemble pendant la formation qui va démarrer, comme je disais, début janvier. D'ailleurs, on va remettre le lien vers la landing page si parmi les spectateurs, il y a des gens qui souhaitent en savoir plus pour pouvoir se former à ce métier-là. Henri-François, Victoire, Maud feront d'ailleurs d'une façon ou d'une autre partie un peu de nos experts qui pourront intervenir, avec qui vous pourrez échanger. Je vous remercie encore une nouvelle fois infiniment tous les trois d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire ce webinaire. On était assez nombreux à suivre. Il y avait beaucoup de monde qui nous ont suivis. Merci d'avoir répondu aux questions. On va essayer de revenir encore vers vous, je le dis aux spectateurs, pour répondre à toutes les questions. Et si je devais vous laisser le mot de la fin, vous pouvez choisir un mot pour un peu qualifier votre métier ou votre passion aujourd'hui, en tout cas ce que vous faites visiblement avec beaucoup de passion et d'engagement. Si vous devez choisir un mot, ça serait quoi? Henri-François, tu peux commencer. Pardon, quelqu'un allait commencer? Vous êtes riche. Riche. Ouais, moi je dirais impact. Impact. Henri-François. Écoute, rien que pour mon équipe, plaisir. Plaisir. Génial. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très, très bientôt. Merci. Merci à Passez tous. une bonne journée et bon week-end. Salut.